Le Magical Girl, ça existe depuis les années 60. Enfin, ça a été conceptualisé depuis les années 60. Donc maintenant, on peut dire que le Magical Girl a 60 ans. Et en 60 ans, imaginez bien qu'il y a eu énormément de séries de Magical Girl, énormément d'héroïnes qui ont été créées, et toutes n'ont pas été marquantes. Celles qui ont fonctionné, c'est soit qu'elles ont été vraiment importantes pour leur médium, soit c'est surtout où elles sont passées à une époque pré-internet, où la télé était majoritaire, et du coup, on en parle encore par nostalgie de ceux qui l'ont vu à la télé. Certaines ont même des communautés dédiées assez dévouées, et certaines, pour les plus chanceuses, ont encore une actualité. On en fait des suites en série, en manga, on fait des nouveaux animés, on réadapte tout, on fait des adaptations même plus fidèles au manga, etc. Il y a plein de choses qui se font. Mais pour ces succès qui ont perduré dans le temps, il y a je ne sais pas combien de séries qui se sont cassées la gueule. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une Magical Girl qui est un peu dans toutes ces catégories à la fois. Vous avez lu le titre de la vidéo, je veux bien sûr parler de Cutie Honey. Donc dans cette première vidéo, qui sera la première partie d'une série, je vais aborder les origines de Cutie Honey, son premier manga, sa première adaptation animée, ainsi que les quelques apparitions qu'elle a fait jusqu'au début des années 90. Donc je vous invite dans ce voyage où nous allons parler de... Pour comprendre l'origine de Cutie Honey, il faut remonter un peu dans le temps, à une époque où le Japon avait un concept qui marchait plutôt bien en série, celui du héros qui pouvait changer en 7 apparences différentes. On peut citer des séries comme Tarao Banai, Aino Seichiren Moman, ou encore Nanairo Kamen. Mais dans les années 70, la Toei voulait créer une nouvelle série surfant sur cette vague-là. Et pour ça, ils feront appel à un auteur que vous connaissez sans doute au moins de nom, Go Nagai. Go Nagai était plutôt emballé par le projet, il a donc accepté l'offre, mais il a décidé de mettre aussi sa patte à lui. Ayant déjà traité de personnages féminins dans des séries comme L'école impudique ou La famille Ibashiri, il a décidé que cette fois, son personnage principal serait son héroïne. Et pour ajouter un petit peu de science-fiction à son univers, il décida de s'inspirer de l'androïde Maria du film Metropolis. Et c'est ainsi qu'il décidera que son manga parlerait d'une héroïne, cyborg, capable de se transformer en 7 apparences différentes. C'est ainsi que Cutie Honey vit le jour. Mais si l'histoire de la création de Cutie Honey s'arrêtait ici, ouais, ça serait pas drôle. En vérité, l'histoire de Cutie Honey est beaucoup plus complexe, et je dis en vérité, mais moi-même je n'en sais rien. J'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo, et je peux vous dire une chose, ça a été un calvaire. Rien que sur l'origine de Cutie Honey, j'ai 3 versions différentes des faits. D'abord, je vais vous citer ce qui est sûr et certain. Toutes mes sources se recoupent là-dessus, tous sont d'accord là-dessus, donc on peut pas trop remettre ça en question. Et encore. Donc à la base, Cutie Honey devait être un manga tournant autour d'une relation potentiellement amoureuse, et sans éléments trash ou sexy. Et c'est un peu parti en cacahuète à une certaine étape. Le manga devait être à la base publié dans le magazine Ribbon, un magazine spécialisé dans les shoujo, et en parallèle, il devait y avoir un animé diffusé le lundi à 19h sur la chaîne NetTV. Ce créneau horaire qui, à la base, un créneau horaire prévu pour les Magical Girls. Il était prévu qu'il y ait du merchandising autour de la série, notamment des poupées changeantes à l'effigie de Honey. Mais le créneau horaire du lundi 19h sur NetTV a finalement été donné à l'animé Miracle Girl Lemmy-chan. Et Cutie Honey a été déplacé sur l'horaire du samedi à 20h30, une plage horaire qui avait déjà accueilli l'adaptation d'un autre manga de Go Nagai, Devilman. Un manga connu pour sa violence, même si l'animé est beaucoup plus soft, et quant au manga Cutie Honey, il a été déplacé dans le Weekly Shonen Champion, et là j'ai 2 versions des faits qui se contredisent. Dans la première, ça voudrait que Go Nagai soit nous a un peu fait du Go Nagai, soit parti en cacahuète, et que NetTV n'était pas vraiment chaud pour diffuser Cutie Honey sur cette plage horaire. NetTV aurait donc un peu marouflé pour mettre Cutie Honey à un autre horaire, en plaçant l'animé Miracle Girl Lemmy-chan à la place de Cutie Honey. Et du coup, de mettre Cutie Honey à un horaire plus adapté à son contenu. La deuxième version, c'est que Cutie Honey n'a juste pas eu de chance, et Miracle Girl Lemmy-chan a tout simplement pris sa place,
et qu'en compensation, il fut proposé par NetTV que Kyuchi serait mis à un autre horaire, donc celui du samedi, et que du coup Go Nagai ayant eu plus de liberté, il s'est permis d'y aller un peu plus sur le sexy et le trash et le vulgaire. Même si je pense que la vérité est à chercher un peu dans les deux versions. Qu'effectivement, Go Nagai s'est peut-être un peu trop lâché sur la série, du coup NetTV a décidé de mettre la série à une autre plage horaire, et qu'étant mis à une plage horaire plus libre, l'auteur a décidé de se lâcher un peu plus et augmenter un peu les potards. Après, il y a une troisième version que Go Nagai lui-même a sorti en interview des années plus tard, mais en lequel je ne crois pas du tout, qui voudrait qu'en fait, c'était prévu comme ça depuis le début, que Kyuchi Onni devait passer le samedi, et que le manga a toujours été prévu comme étant un shonen. Mais non, on a bien des traces de tout ce micmac entre le magazine de publication, la chaîne de diffusion. Je pense que cette interview, elle a été faite des années et des années après le début de la série. Go Nagai soit s'en souvient plus, soit il s'en fout. Bref, cette troisième version, j'y crois pas du tout. Et du coup, c'est de tout ça qu'est né Kyuchi Onni. Mais je n'ai toujours pas parlé... de quoi ça parle, Kyuchi Onni, justement ? Kyuchi Onni, ça nous raconte l'histoire de Onni Kisaragi, une jeune fille vivant une vie d'étudiante tout à fait... normale, jusqu'au jour où son père, le docteur Kisaragi, se fait assassiner par les Panther Claw, une organisation secrète souhaitant mettre la main sur une de ses inventions, le catalyseur d'éléments aéroportés. C'est à cette occasion que Onni découvre sa véritable nature, elle est une androïde, et c'est dans son corps qu'est caché le catalyseur d'éléments aéroportés. Une technologie lui permettant de créer n'importe quoi à partir de molécules d'air, offrant à Onni la capacité de changer d'apparence et de personnalité à loisir. Onni se lancera dans une lutte sans fin contre Panther Claw, dirigé par la maléfique Panther Zora, et commandé par la terrible Sister Jill, qui chercheront par tous les moyens à mettre la main sur le catalyseur d'éléments aéroportés. Kyuchi Onni s'inscrit dans les revendications féministes de son époque en mettant pour la première fois en scène un personnage principal féminin d'un shonen. Avant ça, les rôles féminins dans les shonen, c'était surtout des rôles secondaires, comme la demoiselle en détresse ou l'amoureuse du héros. Des rôles qui existent bien dans Kyuchi Onni, mais relégués sur des personnages masculins, surtout le personnage de Seiji, un journaliste qui accompagne Onni, qui est réellement l'archétype de la demoiselle en détresse, mais avec un pénis. Les autres personnages masculins ne sont pas en reste, avec Danbei et Junpei, la famille de Seiji, qui sont dépeints assez négativement comme étant d'immondes pervers. Dans Kyuchi Onni, les rôles forts sont donnés aux femmes et les hommes sont très souvent humiliés. Ce qui explique un certain engouement qu'avait le public féminin de l'époque pour Kyuchi Onni. C'était une héroïne plus âgée, s'éloignant de l'archétype de la petite magical girl à frou-frou, avec une héroïne ici plus plantureuse, mais également une femme forte qui bottait des culs, en étant maligne, espiègle, et devenant ce qu'elle voulait grâce à son pouvoir. Et en plus, si on peut se moquer des hommes au passage, ben c'est tout bénef. Après, c'est quand même un manga des années 70, écrit par Go Nagai. Il n'en reste pas moins un auteur qui écrit ce qu'il aime, et ce qu'il aime, c'est clairement les cours féminines, le sexy et le trash. Et surtout être provocateur. Je passerai sur la sursexualisation de Onni et de sa camarade de classe Natsuko. En revanche, la façon dont l'auteur présente les personnages homosexuels... Entre le personnage de Madame Alphone, une enseignante qui passe son temps à faire des attouchements sexuels sur ses étudiantes, surtout les plus jolies, Onni étant les plus jolies, je vous laisse imaginer, les scènes de sexe entre Madame Alphone et Madame Bocchi qui sont toujours montrées de façon dégueulasse, et surtout... le personnage de Naoko. Le personnage de Naoko, c'est un personnage qui est très musclé, mais où le manga fait très beaucoup des blagues sur le fait qu'elle est moche. Elle a des poils absolument partout, même sur les mamelons. Elle est tellement moche que sa mère a décidé de briser tous les miroirs de la maison pour jamais qu'elle se voie. Et elle est montrée comme ultra masculine, agressée sexuelle et à fond sur Onni. C'est un personnage qui est ridiculeusement repoussant. Je sais pas si dans les années 70 c'était vraiment drôle, c'était vraiment bien pris, j'étais même pas né à cette époque-là, mais j'avoue que lire ça en 2020, ça n'a pas forcément été très agréable. C'est vraiment le passage de Kyuchi Onni où à chaque relecture je suis en mode « Ah oui, c'est vrai, il y a ça dedans ». Au final, Kyuchi Onni, c'était peut-être révolutionnaire et progressiste pour son époque. Mais c'est maintenant pour moi un vieux souvenir poussiéreux des années 70, mais ça a tout de même ouvert la voie à des héroïnes de shonen bien meilleures, et surtout on met enfin des personnages principaux féminins destinés à un public masculin. Et je trouve ça cool, même si en 2020, 50 ans après, on a encore beaucoup de mal.
Du coup, en parallèle du manga, il y a aussi eu un animé de 25 épisodes et un film. Un animé dont le générique est souvent bien plus culte que la série elle-même. Sauf pour nous les Français, qui avons eu le droit à ça. Chérie mienne, petite orpheline, contre les forces maléfiques. Chérie mienne, tu te bats seule dans un combat fantastique. À force de souffrir, on finit par grandir. À force d'espérer, on finit par gagner. Et comment ça, vous saviez pas que Cutie Honey avait été diffusé en France? Pourtant, c'était en 1988, au tout début du Club Dorothée. Bon, en vrai, la série n'a pas beaucoup été diffusée. Les parents d'élèves ont vite fait une levée de bouclier contre la série jugée comme étant beaucoup trop sexy. L'animé ayant été réalisé en parallèle du manga, il prendra très vite une voie différente. Du genre... dès les premières minutes du premier épisode? Bon, bien que reprenant le même univers, les mêmes personnages, la même intrigue globale, et quelques scènes par-ci par-là, l'anime sera vraiment une œuvre à part du manga. Une expérience complètement différente, ce qui fait qu'on peut dire que la série est plus proche d'un animé original que d'une adaptation de manga. C'est un concept assez particulier qu'on a un peu oublié de nos jours. L'anime suivra un rythme assez connu de ce genre de production. Bien qu'ayant une continuité, chaque épisode représente une aventure indépendante des autres, facilitant ainsi les rediffusions télé. Et tout comme son aîné Devilman, l'anime Cutie Honey, ça sera un peu une version plus bisounours de ce qu'est le manga. Alors, certains crieront que c'est de la censure crasse, personnellement, je me range plutôt du côté de l'anime. J'adore Go Nagai pour son côté vraiment en roue libre, mais comme on l'a vu avec le manga, il y a des moments quand même vachement problématiques dans celui-ci. Surtout pour les petites filles qui ont pris le personnage de Honey en modèle. L'anime, quant à lui, va venir adoucir ces éléments problématiques et faire de Honey un bien meilleur modèle à suivre. Alors, foncièrement, le personnage ne change pas et Honey reste la Honey que l'on aime dans le manga. C'est tout ce qu'il y a autour qui va s'adapter à un public plus jeune. L'anime va même aller plus loin que le manga sur certains éléments. Sans trop spoiler, il y a un élément qui est commun entre le manga et l'anime qui va avoir un impact important sur le personnage de Honey. Là où dans le manga, ce passage-là va être extrêmement gore et précipiter l'arc final sur un arc de vengeance, l'anime va aller adoucir ces événements et s'en servir pour rebondir sur un nouvel arc où les personnages vont chercher à devenir meilleurs. En commençant par le personnage de Madame Tsuneni, la tyrannique surveillante du pensionnaire qui aime torturer ses étudiantes, qui va s'adoucir pour devenir une alliée importante des personnages. Ou encore les personnages de Seiji, Danpei et Junpei qui vont devenir plus importants et utiles dans la quête de Honey, bien que restant quand même de sacrés boulets. Honey va d'ailleurs changer d'environnement et se retrouve dans un environnement qui craint un peu plus pour les personnages féminins, un environnement beaucoup plus masculin. Et pourtant, elle va quand même réussir à s'affirmer en se montrant comme un modèle à suivre pour les hommes qui la voyaient comme un bout de viande quelques épisodes avant. Et tout ça après des événements qui me font dire qu'heureusement qu'on n'est pas dans The Boys. Dans cette partie de l'anime, Honey va même devenir une espèce de action woman, beaucoup plus active dans sa lutte contre Panzerclaw en parcourant le monde entier pour les traquer. Mais elle va également devenir une héroïne plus caritative en aidant les autres personnages à se reconstruire après le fameux événement tragique. Ça devient de plus en plus ce Stella dans The Boys en fait en y repensant. Et je pense que c'est ce que j'aime le plus en fait dans l'animé de Cutie Honey. Honey devient une super héroïne dans tous les sens du terme, pouvant aussi bien combattre des menaces pour le monde, qu'aider de simples gens dans le besoin. Et plus que la Honey du manga, c'est l'anime de l'anime qui est devenu un modèle pour les spectatrices de l'époque. Si je devais vous conseiller entre le manga et l'animé, qu'est-ce que je choisirais? Les deux. Les deux, c'est bien. Si actuellement les animés ont tendance à attendre leur manga, et anciennement il y avait tendance à dévier du manga quand il n'y avait plus rien adapté, Cutie Honey a véritablement été fait dans une optique d'offrir deux œuvres différentes en même temps. On peut traiter l'anime et le manga comme étant deux œuvres originales destinées à deux publics différents. A l'instar d'un comics comme Batman, Cutie Honey peut se destiner à plusieurs types de publics. Tout comme un Batman, la série animée, l'anime Cutie Honey sera un peu plus adapté à des enfants, avec des épisodes au schéma répétitif, une violence et une sexualité plus modérées, ainsi qu'une morale plus facilement assimilable. Le manga, quant à lui, serait plus une espèce de The Killing Joke, donc pas vraiment adapté à des enfants, et que l'on va plus garder pour des ados adultes.
Après, tout comme la série Batman et la série animée a influencé les comics Batman, l'anime Kyuuchi Oni a influencé le manga Kyuuchi Oni, ce dernier se permettant de reprendre les paroles de l'opening dans son final, et surtout, Oni a une catchphrase assez connue, 如月ハに変じてある時はミスティハニまたある時はハリケーンハニそしてその実態はハニーフラッシュ愛の戦士キューティーハニーさ qui provient à la base de l'anime. Le manga le reprend juste dans son combat final. Après, j'ai pas été vérifié les dates, mais il ne serait pas surprenant que même le fait que Oni prenne plus que cette transformation vienne à la base de l'anime. Même si dans le manga, cet élément arrive quand même assez tôt. Il y a quand même une chose que les deux œuvres partagent, une fin qui conclut pas grand chose. Car oui, bien que les deux œuvres nous offrent une confrontation ultime contre Sister Jill, avec deux versions différentes offrant deux morales différentes, cela n'ira pas plus loin qu'une promesse de mettre fin à Punterclaw. Et Kyuuchi Oni nous laissera comme ça, sur une non-fin. Après, Kyuuchi Oni, ça n'a pas été juste un manga et un anime. Le but de la Toei était d'en faire une franchise, et ce n'est pas moins de 5 spin-offs qui verront le jour en parallèle. Écrits par Ken Ishikawa, Masatoshi Nakajima, Yoshiko Suganuma, Shizuku Beppu et Yo Osazaki. Malheureusement, à l'exception de ce dernier, les trouver est devenu tâche impossible. Et pour parler vite fait du manga de Yu Okazaki, trouvable sur le nom de Kyuuchi Oni Another, c'est une série courte qui reprend quelques éléments du manga en montrant comment Oni aurait pu régler la situation en utilisant autrement ses pouvoirs. C'est pas ultra intéressant, mais ça reste divertissant, c'est sympa à regarder, ça se lit très vite. Et après ces 6 mangas, un animé et un film, Kyuuchi Oni tombera dans l'anonymat pendant quasiment 20 ans. Après, certains noms et designs alternatifs de Kyuuchi Oni seront repris dans le manga Violence Jack, un manga post-apo, un peu ancêtre de Mad Max et Hokuto no Ken, qui a commencé la même année que Kyuuchi Oni. En 1974, le thème de l'opening et des images de Misty Oni apparaîtront dans une télévision le temps d'une scène dans l'anime Majoko Megu-chan. Si on accélère un peu dans le temps, le personnage de Oni et de Seiji prêteront leur trait en 1984 à 2 journalistes dans le manga God Mazinger, un manga de gros robots à la Go Nagai, où les gros robots se battent contre des dinosaures et des extraterrestres, mais des milliers d'années avant notre ère. C'était une chouette lecture, mais clairement pour un public averti. Il y avait aussi un projet de jeu vidéo en 1989 sur PC88, un RPG Kyuuchi Oni qui n'a finalement jamais vu le jour. Oni apparaîtra en 1990 le temps de quelques frames dans l'opening de CB Kara Go Nagai World, un animé parodique des personnages de Go Nagai, mais surtout de Devilman. Et en 1991, elle prêtera ses traits dans le dernier OAV de Keiko Kamen à une lycéenne se faisant agresser à l'école. Avec un projet annulé et juste des caméos par-ci par-là, on ne peut pas dire qu'en 20 ans, Kyuuchi Oni est vraiment pris. Elle est peut-être condamnée à devenir un vestige du passé, que l'on va tous oublier avec le temps. Enfin, jusqu'à ce qu'une certaine licence du début des années 90 vienne renouveler le genre du Magical Girl. Mais ça sera pour la partie 2. Allez, à plus!